Bonjour à tous. Allez, aujourd'hui on va faire une vidéo avec le traditionnel retour d'expérience. On va faire celui du Canal de Bourgogne à vélo. C'est parti. Et oui, tu le sais, à chaque fois que je fais un voyage à vélo, je te propose une vidéo avec des thèmes pratiques pour que tu puisses toi aussi te lancer sur cet itinéraire si tu en as envie. Donc on va parler de nombreux thèmes comme la signalisation, le balisage, le parcours évidemment avec les difficultés. On essayera d'aborder aussi le sujet des sites d'intérêt parce que lorsqu'on longe un canal, ce n'est pas forcément quelque chose d'évident. Et on verra également ce qui concerne les commodités, l'hébergement, comment on y va en train, est-ce qu'on peut poursuivre à vélo, bref, tout un tas de sujets et j'en passe. On commence tout de suite par le parcours. Alors le parcours du canal de Bourgogne que j'ai effectué était entre Migène et Dijon, c'est-à-dire qu'on a traversé deux départements, à savoir Lyon et la Côte d'Or. Le trajet se fait exclusivement sur un chemin de halage le long du canal et il est faisable évidemment dans les deux sens. Ce canal de Bourgogne, en fait, il fait partie intégrante d'une véloroute un peu plus large qui s'appelle le Tour de Bourgogne, aussi appelée la véloroute 51. Ce Tour de Bourgogne, quant à lui, c'est un itinéraire cyclable d'environ 700 km qui est continu à 100%. On va parler maintenant de la difficulté. Alors, lorsqu'on parle de canal, on a tendance à penser évidemment que c'est plat, qu'il n'y a aucune difficulté, aucun dénivelé. Je vais te mettre le profil pourtant du voyage que l'on a fait le long de ce canal de Bourgogne et tu vas pouvoir constater par toi-même que c'est pas tout plat en fait. Regarde, un peu moins de 800 mètres de dénivelé. C'est assez bizarre, non? En fait, il faut savoir qu'un canal, en réalité, c'est pas tout plat. Évidemment, les pentes sont très progressives, très lentes, mais en fait, le canal ici, il va monter progressivement entre Migène et Pouilly-en-Ossois et redescendre ensuite entre Pouilly-en-Ossois et Dijon. Évidemment, ces pentes sont très faibles et c'est vraiment en m'écartant du canal que j'ai eu quelques côtes un petit peu difficiles, il faut le reconnaître, notamment lorsque je suis allé à Alésia, à la statue de Vercingétorix, où là, j'ai eu une pente d'environ 1 km et 120 mètres de D+, donc ça piquait bien les jambes, surtout avec la remorque chargée. Donc en fait, voilà, c'est pas bizarre d'avoir un peu de dénivelé sur un canal, mais rassure-toi, c'est vraiment très facile, c'est accessible aux débutants, ou aux personnes qui veulent voyager en famille. Maintenant, je voulais te parler des étapes. Alors, concernant les étapes, tu vois que les 240 km qu'on a effectués le long de ce canal de Bourgogne, on les a effectués en 4 jours. Je te mets un petit tableau récap avec les distances journalières et mes lieux d'étape. Comment on les a choisis? Ces lieux d'étape, en fait, tout simplement, on les a choisis en fonction du nombre de kilomètres qu'on voulait faire chaque jour et surtout en fonction de l'hébergement qu'on allait trouver à ces lieux d'étape. Et c'est surtout ça, en fait, qui a déterminé là où on allait s'arrêter. Parce qu'en fait, et ça fait partie des erreurs sur lesquelles je reviendrai plus tard et même dans une autre vidéo, sur un voyage à vélo classique, les étapes que tu peux voir sont de l'ordre de 63 km en moyenne et c'est donc tout à fait raisonnable, surtout le long d'un canal. Sauf que là, j'étais pas seul, j'étais en famille, j'étais avec un remorque et Clarisse dedans et des étapes de 60-70 km, c'est clairement trop pour voyager avec un enfant en bas âge. On ne s'en rend pas compte en fait, hein, mais cet enfant en bas âge, il va faire des siestes, il va vouloir jouer par moment et c'est normal de vouloir s'arrêter pour le faire gambader, se défouler. Donc on ne va pas pouvoir rouler de la même manière que quand on évolue tout seul. Il faut vraiment s'adapter au rythme de l'enfant et là, ces étapes, si c'était à refaire, je les diminuerais, je pense, presque de moitié. À mon avis, si tu voyages en famille, table sur des étapes de 30-35 km, 40 maximum, mais à mon avis, envisager plus, c'est se diriger vers un voyage qui risque d'être un peu plus compliqué vis-à-vis de la cohabitation, en tout cas entre les parents et les enfants. Il faut que tout le monde s'y retrouve et il faut du coup laisser du temps de disponible pour tous. À propos du parcours, des étapes, si tu le souhaites, sache que tu peux télécharger gratuitement la trace GPX de mon voyage sur mon site internet. J'ai fait une page dédiée à ce voyage, tu peux y aller et du coup retrouver toutes les informations, notamment celles que je te présente dans cette vidéo. On va maintenant parler du revêtement. Alors concernant le revêtement, c'est vrai que ce canal a l'avantage d'être asphalté sur sa totalité. Cependant, il va y avoir quand même un bémol parce que s'il est asphalté dans sa totalité, la qualité du revêtement laisse parfois à désirer. En fait, ça va aller de tronçons qui sont totalement neufs, comme par exemple à Pouilly-en-Ossois, le bitume est neuf, l'enrobé venait juste d'être refait, donc là c'était vraiment un billard. Mais par contre, à contrario, tu as des endroits où le revêtement est vraiment défoncé, presque avec des racines. Et en fait, le plus embêtant, et ça c'est quelque chose que je n'avais pas appréhendé avant lorsque je voyageais seul, c'est que sur une grande partie du canal de Bourgogne, il y a une bande en herbe au milieu du chemin de halage. C'est ce que tu vois en ce moment même à l'écran.
Et là, tu es en train de te demander, mais en quoi ça pose problème qu'il y ait une bande d'herbe au milieu? Ben, c'est vrai que quand tu voyages tout seul, ça ne pose aucun problème. Sauf que là, comme je te le disais, ben, j'étais avec la remorque. Et en fait, avec la remorque et dû au fait de la largeur du chemin de halage, quand tu évolues dessus, il y a forcément une des deux roues de la remorque qui va être en permanence sur cette bande d'herbe. Et là, c'est un vrai problème en fait, hein, parce que ça va vraiment ben, te remuer la remorque dans tous les sens. Donc d'une part, tu vas forcer plus, et puis surtout, ça va ben, secouer l'enfant qui est dans la remorque en continu, et ce, même avec une remorque équipée d'amortisseurs, comme c'était le cas pour la mienne. Donc ça, c'est un petit problème, je trouve, qu'il faut souligner et qu'il faut ben, connaître avant de partir, parce que lorsque l'on découvre ça sur place, on ne peut pas faire demi-tour, et c'est un peu embêtant tout de même. Maintenant, on va parler de la signalisation. Alors, tu le sais, dans chaque vidéo, la signalisation, c'est vraiment un sujet que j'affectionne parce que, comme je le dis chaque fois, avec la signalisation, ça peut te faciliter ou au contraire te mettre dans des difficultés si tu n'as pas le sens de l'orientation. Alors là, le long d'un canal, aucun risque de ce point de vue-là. C'est absolument impossible de se perdre le long d'un canal. Il suffit de rester sur le chemin de halage en bordure de canal et tu te laisses porter de Migène à Dijon, sans même te soucier de l'orientation. Néanmoins, il y a quand même une signalisation, un balisage qui a été mis en place, notamment dû au fait que ce canal de Bourgogne il fait partie de la véloroute 51 du Tour de Bourgogne. Donc à ce titre, tu as un balisage régulièrement avec le logo de la véloroute. Et puis ce qu'il y a d'intéressant et que j'aime bien retrouver chaque fois sur les itinéraires cyclables, ce sont des panneaux avec les distances qui nous séparent des prochaines villes, des prochains villages. Comme ça, on sait à peu près où on en est ben, sur notre itinéraire, sur notre journée, surtout le long d'un canal où on n'a pas forcément des repères régulièrement. Ce qui est intéressant aussi, c'est que parfois tu as des panneaux qui t'indiquent des sites, des lieux d'intérêt qui sont à voir à proximité du canal. Et ça, c'est intéressant parce que ça te permet de casser un peu la monotonie des paysages que tu peux suivre toute la journée le long d'un canal. Voir des sites historiques, des lieux vraiment d'intérêt, c'est intéressant et j'y reviendrai un petit peu plus après dans la vidéo. Donc concernant le balisage, il est vraiment très bien fait. Et en plus, il est effectué dans les deux sens. Donc sur ce sujet-là, il n'y a aucun souci à avoir. Donc maintenant, on va parler des sites d'intérêt. Je le disais tout à l'heure, quand tu es sur un canal quel qu'il soit, c'est vrai qu'à la longue, et peut-être même des fois assez rapidement, ça peut devenir un peu rébarbatif, un peu monotone, parce que les paysages ne changent ben, quasiment pas. Hein. Tu es sur ton chemin de halage, tu as le canal à ta droite ou à ta gauche, tu vois juste les écluses défiler au fur et à mesure des kilomètres, et finalement, ben, chaque journée se ressemble. Donc pour casser un peu cette monotonie, moi je te recommande vraiment de sortir un peu de ce chemin de halage dès que tu en as la possibilité, c'est-à-dire dès qu'il y a des sites d'intérêt qui se proposent à toi. Et en fait, il y en a hein, le long du canal si tu cherches bien, si tu suis un peu les panneaux qui sont indiqués. Alors bien sûr, ça dépend des intérêts de chacun, mais tu vas pouvoir retrouver des sites historiques, pas mal de châteaux. Hein, là comme ça, en tête, il y a le château de Tanlay, le château d'Ancy-le-Franc, tu as aussi le village médiéval de Châteauneuf qui est intéressant. Tu vas pouvoir aussi avoir des villes elles-mêmes qui sont pas mal à visiter, comme Tonnerre, hein, avec la fosse Dionne qui mérite clairement le détour, ou même l'Hôtel-Dieu. Tu vois, si c'était à refaire, je pense que l'Hôtel-Dieu, je le visiterai parce que c'est un bâtiment assez impressionnant et avec une histoire plutôt intéressante. Je pense aussi à la ville de Montbard et bien évidemment, tu peux passer un peu de temps à Dijon pour faire le tour de cette ville. Bon, bien sûr, tu as certains sites, comme tu as pu le voir dans la vidéo, pour lesquels il faut s'armer d'un peu de courage, comme le site d'Alésia, pour aller à la statue de Vercingétorix, mais si tu n'as pas le courage de monter tout en haut de la colline pour aller à la statue, tu peux rester ben, en bas au niveau du village. Il y a même un musée qui a été fait sur le thème, donc pourquoi pas le visiter. En plus, ça peut plaire aux enfants, l'histoire des Gaulois, des Romains, c'est assez sympa. Et c'est toujours intéressant d'apprendre des choses sur cette période de l'histoire. Bref, il y a quand même plein de choses à voir. Il faut arriver à enlever un peu les œillères que l'on peut avoir lorsque l'on est sur le chemin de l'âge du canal. Et c'est pour ça que je trouve intéressant ben, de s'équiper d'un guide papier. Alors tu l'auras compris, ce n'est pas pour la signalisation ni pour l'orientation, mais c'est surtout pour ben, prendre connaissance un petit peu de ce que tu peux voir aux alentours, de telle sorte à agrémenter ta journée de quelques visites ou de quelques arrêts intéressants. On va parler maintenant des commodités. Alors, le long du canal, tu passes régulièrement dans différents villages dans lesquels tu vas pouvoir trouver tout ce qu'il te faut pour te ravitailler, pour faire tes courses, n'importe. Par contre, le long du canal en lui-même, tu n'auras peu ou pas du tout même de points d'eau. Ça, c'est un peu embêtant. Donc, il faut vraiment chaque fois aller dans les villages pour se ravitailler, dans les cimetières ou les autres endroits
traditionnel. J'avais d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet, comment trouver de l'eau en voyage à vélo. Donc si tu as un peu de temps après cette vidéo, je t'encourage à aller la regarder. Au niveau des hébergements, alors s'agissant du premier voyage à vélo de Clarisse, on a choisi la voie de la sécurité, de la sagesse. On avait réservé des logements sur Airbnb, donc avant le départ. Histoire qu'elle dorme au chaud, au sec, dans un lit parapluie confortablement, et puis voilà, qu'elle soit dans son petit cocon pour qu'on ne passe pas des nuits terribles d'enfer. Tu peux aussi bien sûr choisir de faire du camping, mais attention, les campings, j'en ai compté que 4 entre Migène et Dijon, donc ils sont assez peu nombreux. Donc fais attention, regarde quand même avant de partir si ça correspond aux étapes que tu souhaites faire. Donc du coup pour les hébergements, ça se fait, on en trouve même en période estivale, puisque nous on a voyagé au mois d'août et on n'a pas eu de soucis de ce point de vue-là. Je voulais parler maintenant du départ et de l'arrivée, c'est-à-dire comment on se rend à Migène et à Dijon, ou inversement comment on repart chez soi depuis notre point d'arrivée. Alors en fait ces deux villes, Migène et Dijon, se trouve finalement sur des lignes SNCF, donc on peut tout à fait y aller en train. À Migène, on peut s'y rendre en TER. À Dijon, on peut y aller en TER ou en TGV, et c'est directement accessible via Paris, par exemple. Par contre, si tu peux transporter ton vélo lorsque tu voyages seul, ce n'est pas forcément le cas avec une remorque. En principe et en théorie, elles sont refusées dans les trains, donc vérifie avec le contrôleur qu'il n'y ait pas de problème avant que tu embarques, et peut-être choisis une solution de repli au cas où ça ne fonctionnerait pas. Quoi qu'il en soit, la ligne de train, elle suit presque le canal tout au long du parcours entre Migène et Dijon. Quand je dis qu'elle le suit, c'est-à-dire qu'elle emprunte le même itinéraire, mais elle n'est pas vraiment collée au canal, elle est quand même séparée, donc tu n'as pas le bruit du train en permanence, rassure-toi, mais ça peut être intéressant si jamais tu comptes entamer le parcours, par exemple, en cours de route, ou au contraire, le raccourcir parce que tu en as marre. Tu pourras repartir en train sans attendre d'arriver un bout ou à l'autre. Sinon, tu peux continuer à vélo, pourquoi pas. Tu as compris, le canal de Bourgogne, il fait partie du Tour de Bourgogne, donc si tu le souhaites, tu peux enchaîner la suite du Tour de Bourgogne, notamment après Dijon, descendre vers Châlons, en empruntant la véloroute des Vignes. Elle va passer par de nombreuses appellations viticoles qui sont très sympas, donc c'est assez agréable. Ou alors, lorsque tu es à Dijon, tu peux aussi choisir de changer de véloroute et emprunter la voie bleue, c'est-à-dire une véloroute qui en fait, relie Lyon au Luxembourg en longeant les rivières qui sont la Saône, ensuite le canal des Vosges et la Moselle, donc ça peut permettre, pourquoi pas, de varier les itinéraires. Bon, et enfin, je voulais te donner juste deux petites infos, on va dire, diverses et variées. Tu l'as compris, je te conseille de te munir d'un guide papier, ou en tout cas de préparer ton voyage avant le départ. T'as pigé, hein, le guide, c'est pas du tout pour t'orienter parce qu'il n'y a aucun risque de se perdre, mais c'est surtout pour prendre connaissance des choses à voir tout au long de ton parcours, histoire que ça ne soit pas trop monotone de longer le canal chaque jour. Donc je te conseille ce livre-là qui est aux éditions Chamina, hein, ça existe pour tout un tas de véloroutes, c'est plutôt bien fait, je trouve. Ça coûte une quinzaine d'euros et franchement, en plus ça concerne tout le Tour de Bourgogne, donc tu pourras le réutiliser ou le garder pour la totalité de la véloroute. Donc ça c'est pas mal. Sinon tu as aussi le site traditionnel France Vélo Tourisme sur lequel tu vas retrouver toutes les étapes découpées, le profil général, des traces GPX, des infos concernant les hébergements et j'en passe. Donc ça peut être intéressant aussi de le consulter. Voilà, bref, tu as compris, hein, le canal de Bourgogne, c'est vraiment un itinéraire cyclable qui est idéal si tu veux pédaler tranquillement, si tu veux débuter ou si tu veux voyager en famille, c'est plat, c'est pépère. Il n'y a pas de monde qui l'emprunte, il est peu fréquenté, même en période estivale, donc c'est quand même pas mal pour un voyage à vélo. Nous, on l'a bien aimé et c'est vrai que même si on avait poursuivi jusqu'à Bonn, je pense qu'on refera cette année ou plus tard le tronçon entre Dijon et Chalon-sur-Saône, histoire de parcourir vraiment la véloroute des vignes, repasser dans toutes les appellations de Bourgogne. C'est assez sympa, c'est un peu plus wagonné et surtout ça amène un peu de variété. Lorsque tu l'enchaînes avec le canal, tu quittes vraiment le chemin de halage pour passer dans les vignobles, parcourir les climats, toutes les côtes, c'est assez intéressant et c'est plutôt joli, il faut l'avouer. Donc j'espère que ça t'aura donné envie de parcourir, de découvrir cet itinéraire cyclable. Rejette un petit œil peut-être, pourquoi pas, à la vidéo du voyage le long du canal de Bourgogne, histoire de voir à quoi ça ressemble. Dis-moi en commentaire si tu as des choses à ajouter, à partager ton expérience. Tu t'abonnes bien sûr à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait pour être prévenu de la publication des prochaines vidéos. Nous on se retrouve très bientôt d'ailleurs pour d'autres sujets, d'autres vidéos. Bonne journée et à bientôt, salut!